Bonjour à tous. Je vous présente le travail de thèse des docteurs Camille Ambert-Bussy et Camille Boffelli, les C2C, que j'ai eu le plaisir de diriger. Nous n'avons pas de lien d'intérêt sur le sujet. Et je tenais à remercier le docteur Pierre-Yves Meunier ici présent pour son apport sur cette présentation. La BPCO, c'est quand même dans le monde la troisième cause de mortalité. Et en France, le poids que vous voyez dans cette petite vignette verte. La seule intervention susceptible de ralentir l'évolution de la maladie, c'est le sevrage tabagique. Et à l'époque où on commence ce travail, une époque reculée, le travail a pris vraiment longtemps, il y existait une recommandation de repérage précoce par spirométrie chez tout fumeur symptomatique. Et puis, dans les actualités, nous avons mon bilan prévention qui apparaît en janvier 2024 et où finalement on se rend compte que dans l'algorithme, tout patient de plus de 45 ans se voit proposer la réalisation d'une spirométrie. La Haute Autorité de Santé nous dit il recommande le dépistage de la BPCO chez des patients fumeurs, symptomatiques ou non. Dépistage, repérage. Alors, clarifions la situation. Le dépistage, c'est un service fourni à une population en bonne santé qui ne ressent rien. La maladie est asymptomatique. Donc, dépister une BPCO symptomatique, c'est du repérage précoce. On est d'accord? Le repérage précoce rend service à des personnes qui ont déjà des symptômes. Ceci étant dit, l'objectif de cette étude était d'établir si le repérage précoce de la BPCO doit être encouragé en soins primaires, avec une question sur est-ce que la spirométrie aide au sevrage tabagique, est-ce que finalement cette intervention a un effet sur la morbimortalité et la qualité de vie. Pour cela, bien sûr, nous avons fait une revue systématique de la littérature selon le protocole PRISMA 2020. Et oui, ça date. Un protocole qui a été rédigé a priori et enregistré sur Prospero. Et puis, nous avons utilisé ce PICO-là avec en objectif principal l'arrêt ou la réduction de la consommation tabagique. Un objectif secondaire, impact sur la morbimortalité et qualité de vie. Sur ces trois bases de données, avec 4 axes de recherche, elles y ont tenu. C'est pour ça que ça a été très long, parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail. BPCO repérage précoce, BPCO et bronchodilatateur, BPCO et arrêt ou réduction de la consommation de tabac, et BPCO et qualité de vie. Voici les critères d'inclusion que nous avons utilisés. Nous, on s'est arrêté à l'an 2000. Et on a inclus essentiellement des essais contrôlés randomisés. Enfin, uniquement des essais contrôlés randomisés. On a exclu les méta-analyses et revues systématiques tout en allant vérifier leur bibliographie. Le flowchart, au départ, on arrive sur 4562 articles identifiés par les équations de recherche. Et après le processus que vous connaissez bien, on arrive à 8 articles inclus dans cette revue. Voici les articles avec une grande diversité de durée de suivi. L'âge de participants ils étaient assez vieux. Le nombre de participants était assez variable. Le VS moyen aussi assez folklorique. Une seule étude sur la spiro, plusieurs sur les médicaments, 2 sur la réhab. Donc en vert, c'est les résultats significatifs, en rouge, les résultats non significatifs. Il y a énormément de paramètres qui ont été étudiés. Il y a un deuxième tableau qui arrive. On va manquer de temps pour le détailler. Et on va manquer de performance du transfert sur le système pour vous projeter la diapo, puisque les petits points ronds, c'est quand il avait un risque élevé de biais. Et les doubles carrés, en fait, c'est essentiellement des risques faibles de biais, avec quelques risques intermédiaires. Vraiment désolé. Si on fait une synthèse de ces résultats, sur la spirométrie et le tabac, il y a une étude qui dit qu'il n'y a pas d'effet significatif sur le sevrage tabagique à 1 an, ce qui était notre critère primaire. Sur les critères secondaires, sur les bronchodilatateurs, donc sur les courtes durées d'action, il n'y a pas d'amélioration de la dyspnée ou de la capacité à l'exercice. Et pour les longues durées d'action, sur 4 études, donc il n'y a pas d'amélioration sur l'exercice ou la dyspnée. Il faut recevoir les études.
Une amélioration à 4 ans sur la qualité de vue dans une des études, une diminution significative des exacerbations dans 2 études et pas de différence sur la mortalité. On inclut des patients Gold 1 ou 2. Hein. Et sur la réhabilitation respiratoire, pas d'amélioration sur la dyspnée, pas d'amélioration sur la qualité de vie, pas d'amélioration. Alors, bon, quelques forces pour cette étude. Il y avait essentiellement des essais cliniques randomisés sur lesquels on a estimé le risque de biais. Bon, je n'ai pas pu vous le présenter, désolé. C'est une population de soins primaires. On a respecté le PRISMA avec des équations de recherche larges, très larges. Les limites, c'est qu'on n'a pas enquêté sur clinical trials, ni sur MBase. On aurait probablement trouvé beaucoup plus de ressources sur les médicaments. Dans les essais cliniques randomisés inclus, morbidité, qualité de vie, c'était des critères secondaires. Les études étaient hétérogènes, donc on n'a pas fait de méta-analyse. Et quand même, il y avait plusieurs essais de durée assez courte, un très faible nombre d'études. Et puis on a modifié a posteriori le protocole pour passer de 6 à 8 pour inclure les Gold 1, parce que sinon on n'avait vraiment que 6 études à présenter, on était très déçus. Pour se comparer à la littérature, eh bien, on s'est référé à cette revue de la littérature qui a été réactualisée en 2022, qui étudiait l'intérêt du dépistage de la BPCO sur mortalité, qualité de vie, taux d'abandon du tabac, sur les fumeurs asymptomatiques, et la spirométrie montrait son absence d'amélioration. Avantages, inconvénients des traitements pharmacologiques ou non. Le trotiosprome montrait des bénéfices sur les exacerbations et la qualité de vie liée à la santé. Et la réhabilitation respiratoire montrait aucun bénéfice. Ces résultats sont cohérents avec ceux de notre revue de la littérature, qui présentait des types d'articles inclus différents, des interventions différentes et un choix de population un peu plus large. En conclusion, les données actuelles de la science ne justifient pas la promotion de la spirométrie en repérage précoce dans l'aide au sevrage tabagique. Elles ne soutiennent pas non plus l'usage systématique de bronchodilatateurs ou de la réhabilitation pulmonaire chez les patients BPCO Gold 1 ou 2 en soins primaires. Perspective, on a plutôt intérêt à se mobiliser sur l'aide au sevrage tabagique que de perdre du temps à réaliser des spirométries chez des patients qui vont bien, parce que le bénéfice est très incertain. Autre perspective, bientôt P4DP, on va pouvoir faire des essais cliniques randomisés, multicentriques, en soins primaires, sur des critères de jugement principaux cliniques et avoir des vrais suivis prolongés. Merci de votre attention. Le QR code, c'est pour le SUDOC. Merci beaucoup. Des questions dans la salle, peut-être ? Merci pour cette présentation. Dans ma MSP, actuellement, on réfléchit à faire un protocole de repérage précoce de la BPCO, donc votre présentation répond à bien des questionnements. Est-ce que vous savez s'il y a eu... pour moi, l'intervention principale au final chez un BPCO, c'est de le vacciner contre la grippe et le pneumocoque. Est-ce que vous savez s'il y a eu des études faites spécifiquement là-dessus, sur l'impact de la spirométrie sur la vaccination et sur la protection contre les épisodes infectieux respiratoires? Spirométrie et vaccination, elles n'y ont pas pensé, sinon elles l'auraient fait. Il y avait une deuxième question ? Dans la question, il y avait une deuxième question ? Est-ce qu'il y a d'autres études ? Pas à ma connaissance, et j'ai pas activé la veille bibliographique, je l'avoue. Bonjour. Je voulais juste rebondir, je sais pas si... il y a le Prévenir 20 qui vient de sortir maintenant pour la vaccination beaucoup plus simple, pour notamment les patients fragiles et BPCO, qui permet plus qu'une seule vaccination si elle n'a pas été refaite dans les moins de 5 ans, et qui permet de vacciner après les patients à vie. Et moi, ok, mais vous êtes une consoeur ? Non, parce qu'on parlait des vaccins. Mais qui êtes-vous ? Ah, pardon. Bonjour. Je suis une des internes
de médecine générale. Ok, merci de cette information sur la sortie récente du Prévenard 20. Voilà. Et du coup, je suis passée en pneumologie. Ah. Et moi, je voulais savoir si vous aviez étudié aussi la réalisation des imageries telles que les scanners thoraciques par rapport à la prévention primaire. Enfin, si ça avait fait partie de votre étude. Alors non, vraiment, l'objet de cette étude, c'était l'aspirométrie et sa place dans la prévention, dans nos cabinets. Et au départ, avec un projet qui était très ambitieux, et puis on a le professeur Rémi Boussageon qui nous a mis une petite claque sur les oreilles. Il a dit, mais en fait, il faut que vous fassiez quand même d'abord une revue de la littérature avant de vous exciter. Et quand on a vu le résultat de la revue de la littérature, on l'a remercié parce que il faut peut-être qu'on ait d'abord des preuves d'intérêt de l'aspiro avant d'aller plus loin. Okay. Merci. Oh, question fond. Bonjour, je me présente alors, docteur de Gabory, Bordeaux. Par rapport à la spirométrie, donc précisément, depuis quelques années, on a eu des incitations à se former à la spirométrie. On était équipé par la CPM. Il y a le programme Azalée aussi qui a investi beaucoup cette mission-là. Et du coup, on a vu la spirométrie rentrer dans nos cabinets de façon beaucoup plus importante que quand je me suis installé, en tout cas. Et est-ce que vous avez différencié les différents mode de réalisation de la spirométrie, que ce soit par des pneumologues, des infirmières ou des médecins généralistes? Est-ce que ça a une influence sur la qualité des résultats dans la littérature? Est-ce que c'est analysé? Et est-ce que ça peut avoir donc un impact sur ensuite les conclusions que vous avez eues? Ça fait beaucoup de questions, désolé. Ouais, et des questions pertinentes. À ma connaissance, ça faisait pas partie des critères de jugement. En tout cas, c'est pas un des critères de jugement auxquels on a pensé, nous, quand on a sélectionné les éléments qu'on allait étudier dans les études et incluses. Et donc, forcément, on n'a pas observé particulièrement ce phénomène. Et n'ayant pas moi-même fait la décortication des études, je suis dans l'incapacité de répondre à cette excellente question. Ce qui me met en léger inconfort. Merci, cher ami. Bonjour, Marie Rodier de Lyon, merci pour le travail de Camille et Camille. J'avais une question sur le tiotropium qui paraît améliorer la qualité de vie plus que les bronchodilatateurs. Alors, j'ai bien compris. Oui, c'est un bronchodilatateur en fait. Oui, du coup, à un moment, il m'a semblé que le bronchodilatateur n'améliorait pas dans la diapo d'avant. Mais j'ai peut-être... Ça, c'était bien. Et avant, c'était noté bronchodilatateur, pas d'amélioration. Qualité de vie, amélioration à 4 ans sur une étude. Et une diminution significative des exacerbations. Okay. Mais c'est vrai que tu as raison, j'aurais dû les mettre en vert, peut-être pour que ça ressorte. C'est pour les visuels, ça. Oui, pardon pour les visuels. Oh, on a un titre vert, bronchodilatateur en vert quand même. Oui, bonjour, Gary Jean-Marc, médecin sur Strasbourg, la région strasbourgeoise. Comme en fait mon collègue, nous avions un projet justement de repérage de la BPCO dans une de nos CPTS. Et en fait, il y avait donc cette histoire de qui fait la spirométrie, qui était effectivement assez souvent mise en exergue dans les articles qu'on lisait d'ailleurs, hein, puisque les articles qui vantaient le dépistage parlait bien de personnes ayant été bien formées à la spirométrie. La deuxième question, c'est le matériel. Qu'est-ce qui est utilisé? Et pareil, pour le matériel de spirométrie, il y a beaucoup de matériel qui ne serait pas forcément aussi performant que d'autres. Enfin, dans les études comparatives, il y a quand même des modèles qui sont plus performants que d'autres. Donc, est-ce que vous avez tenu compte de cet aspect-là? Absolument pas. On pensait avoir fait un bon travail, tu vois, et puis on n'avait pas vraiment vu toutes les limites. C'est vraiment intéressant, ces confrontations. Ceci étant dit, là, je parle plus de l'étude, mais de mon expérience personnelle. Quand je faisais une spirométrie, moi, mon patient,
C'était pendant un temps de consultation, donc avec une certaine contrainte que nous partageons tous, et que l'infirmière Azalee, quand elle fait la spiro, elle a tout le temps de la terre, et du coup, elle fait des examens qui sont bien plus précis. S'il faut faire souffler 5 fois, elle fait souffler 5 fois. Quand elle fait le test de réversibilité, elle attend vraiment le temps qu'il faut. Et donc, voilà, nous, elle suit nos patients asthmatiques, et les courbes sont vraiment intéressantes. Une dernière question avant de passer à la prochaine présentation. Sachant que ça, c'est les preuves actuelles et c'est une étude, hein, donc peut-être qu'il faut qu'on conduise des études en fait. Et donc peut-être qu'il faut bien que vous fassiez ces repérages dans vos CPTS et que vous alliez dans P4DP et que vous rentriez les données et qu'on puisse avoir toutes vos données pour pouvoir dire en fin de compte ça sert pas. Merci beaucoup.